Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode, le 9e épisode de SCP's List. Je vais passer cette fois-ci SCP 091 jusqu'à SCP 100. C'est parti. SCP 091, nostalgie. Alors, SCP-091 est une boîte à mouchoirs de la marque Scotties, actuellement vide. Immédiatement après observation de SCP-091, les spectateurs signalent un sentiment de nostalgie. Les personnes touchées commencent à se remémorer des fois où ils se trouvaient à proximité de SCP-091. Des événements importants survenus alors que l'objet était présent, ou les personnes et lieux qui, d'une façon ou d'une autre, s'y rapportent. SCP-091 a été initialement identifié comme un élément anormal et envoyé au site reliquaire 44, jusqu'à ce que l'un des membres de l'équipe de récupération, regardant un enregistrement de son mariage datant de 1995, a noté que SCP-091 était situé en arrière-plan du film et qu'un fort accès de nostalgie s'y rattachait, incluant des souvenirs de SCP-091 à son propre mariage, des souvenirs de SCP-091 à la réception, des souvenirs de SCP-091 durant la lune de miel. Il faut souligner le fait que dans chaque cas enregistré de SCP-091, la boîte affichée est pleine de mouchoirs. Ensuite, SCP-092, le meilleur de la 5e dimension. SCP-092 est un ensemble de 3125 CD audio, chacun libellé le meilleur absolument absolu de la 5e dimension, et sur lequel est inscrit les noms de 31 chanteurs qui ont fait partie à standard, qui ont fait partie à différentes époques du groupe américain The Fifth Dimension. Lorsqu'il est placé dans un lecteur CD standard, chaque instance de SCP-092 produit un effet distinct sur tous les individus présents dans le champ auditif. Le phénomène anormal dure 74 minutes, la durée d'un CD audio classique, pendant laquelle les auditeurs seront incapables de quitter la zone d'écoute ou d'éteindre le lecteur de musique ou même de stopper la musique de quelque manière que ce soit. De plus, une fois le phénomène anormal achevé, tous les auditeurs encore vivants prononceront avec une vocalisation synchronisée la phrase « Waouh, c'était vraiment cool ». La synchronisation vocale a été observée chez des sujets non francophones, des enfants ne sachant pas parler, des individus inconscients, des individus paralysés et des individus incapables de parole dus à des dommages laryngiennes, linguales et ou buccales. Quand une instance de SCP-092 est insérée dans le lecteur CD d'un ordinateur, ces fichiers sont accessibles mais ils ne possèdent pas ces effets anormaux. Un examen des documents a indiqué que le contenu de chaque CD est différent. Les CD sont composés de divers supports audio présentant ou produits par The Fifth Dimension ou certains membres du groupe. Additionnellement aux chansons commercialisées communes, les fichiers contiennent des performances live, des sessions d'entraînement, des auditions, des interviews et des enregistrements de conversations
reflet de la mer Rouge. SCP-093 est un disque principalement rouge constitué d'une roche dont la composition rappelle celle du cinabre. Des gravures circulaires ainsi que des symboles non décryptés gravés à 0,5 cm sont présents sur toute la surface de l'objet. Des entailles plus profondes sont présentes à divers endroits sur SCP-093 avec une profondeur allant de 1 jusqu'à 1,5 cm. SCP-093 a un diamètre de 7,62 cm et tient problème dans la plupart des paumes humaines sans abrasion. La teinte de SCP-093 change quand celui-ci est tenu par un individu quelconque. Des études sont en cours pour établir un lien entre les changements de couleur. Les croyances actuelles indiquent que SCP-093 changerait en fonction de l'importance des regrets éprouvés par l'individu. Si SCP-093 est retiré de son miroir et qui n'est tenu par personne, il va rouler jusqu'à la plus proche surface se rapprochant d'un miroir. SCP-093 développe une vitesse phénoménale lorsqu'il se déplace. Le mécanisme développant cette accélération est inconnu. Si SCP-093 rencontre un obstacle lors de son déplacement, il augmentera son élan de manière à passer au travers de l'obstacle et continuera sa course à la même vitesse. Il ne s'immobilisera que lorsqu'il sera entré en contact avec une surface ressemblant plus ou moins à un miroir. Malgré l'accélération prodigieuse développée, l'impact n'infligera aucun dommage au miroir ou à SCP-093. SCP-094. Horizon des événements miniatures. SCP-094 se présente comme une sphère parfaite noire de 163 cm de diamètre, suspendue approximativement à 3 mètres du sol, sans aucune forme de support apparent. SCP-094 a été classifié comme un horizon des événements miniatures. Toute matière qui entre dans SCP-094, lumière incluse, est irrémédiablement volatilisée. Malgré tout, SCP-094 n'est pas un trou noir étant donné qu'il n'exerce aucune attraction gravitationnelle. Il a été observé que SCP-094 émettait occasionnellement un certain nombre de bruits différents, incluant des bruits ambiants de nature, des bourdonnements électrostatiques et parfois des voix humaines. Aucune tentative de communication avec SCP-094 n'a connu de succès à ce jour. La provenance de ces bruits est inconnue. Qu'ils viennent de SCP-094, de quelque chose à l'intérieur ou d'une quelconque zone connectée via SCP-094. Un faible pourcentage de personnes semble en fait attiré à SCP-094 par les sons qu'il émet. SCP-094 a été découvert en 1920 et quelques dans le Chubut, province du sud de l'Argentine, et à l'époque était destiné avec un diamètre de 20 à 25 cm. Les analyses historiques des enregistrements indiquent que le diamètre de SCP-094 double de taille approximativement tous les 31 ans. Le principal axe de recherche sur SCP-094 est concentré sur trouver un moyen d'arrêter ou inverser cette croissance sans risquer un échec cataclysmique. Donc en fait c'est une espèce de mini trou noir. SCP-095, les aventures atomiques de Ronnie Ray Gunn.
SCP-095 est un ensemble de 3 comic books en noir et blanc édités en 1932. La couverture frontale et la 4e de couverture sont moquantes et plusieurs pages sont illisibles suite à des dégradations supposées de l'eau. Il a été acquis par l'agent numéro inconnu contre une somme d'argent dérisoire dans une petite boutique d'antiquités à Denver, dans le Colorado. Le propriétaire de la boutique n'a apparemment jamais consulté l'objet hormis la date de publication présente sur la première page. Un examen de SCP-095 a révélé qu'il était totalement authentique malgré son contenu remarquable. Il est imprimé sur de la pâte à papier bon marché avec les colorants communs de la même époque. Le cachet de la maison d'édition indique qu'il a été produit par Future Funnies, une entreprise basée à l'extérieur de Purple Lake dans l'Ohio. Toutes les recherches à son propos ont révélé que ni l'entreprise ni la ville n'existent vraiment. SCP-095 est une histoire à sensation de science-fiction intitulée Les aventures atomiques de Ronnie Reagan, dont le personnage principal possède une ressemblance évidente avec l'ancien président des États-Unis, Ronald Reagan. Chaque histoire débute sur un panneau où est inscrit « Dans le monde farfelu du futur des années 80, seul Ronnie Reagan peut sauver le monde ». Il semblerait que l'objet soit construit sous la forme d'un support épisodique contenant une histoire par publication. Les 3 histoires sont brièvement décrites ci-dessous. Ronnie versus l'amiral de l'espace Carter. Cette histoire décrit la lutte entre le gouverneur planétaire Ronnie Reagan et son acolyte, le major de l'espace Herbert, face au titulaire amiral de l'espace Carter pour la position de marshal de l'espace. Les événements font vaguement écho aux élections présidentielles de 1980. L'assassin de l'espace. L'histoire suit un personnage nommé le cosmonaute Hinckley dans sa préparation pour assassiner le marshal de l'espace Reagan. Il parvient à attaquer Reagan par surprise et le blesse avec son rayon dévastateur avant d'être maîtrisé par les soldats de Reagan. Les événements font clairement référence à la tentative d'assassinat de John Hinckley Jr. en 1981. Planète Jungle. L'histoire explique la tentative de Reagan de créer une armée de robots sur la planète Nika, qui est recouverte par la jungle dans le but de la protéger des maléfiques bandits des sables. Bien que Reagan sait qu'il perdrait son commandement s'il interférait avec les événements de la planète Nika, il envoie son lieutenant, le colonel de l'espace Ouest, pour réunir une armée dissimulée par la jungle. Quand leur plan est découvert, le colonel de l'espace Ouest se déclare publiquement comme responsable de l'affaire et sauve ainsi son supérieur. La trame de cette histoire est en fait une interprétation simplifiée de l'affaire controversée Iran-Contra de 1986. SCP-096, l'homme timide, ou autrement dit, The Shy Guy. En plus, il y a du nouveau. Il y a du nouveau pour ce SCP. J'expliquerai après. SCP-196 est une créature humanoïde mesurant approximativement 2,37 mètres de haut. Le sujet ne présente qu'une très faible masse musculaire et les analyses préliminaires du corps suggèrent une légère malnutrition. Les bras, chacun d'une longueur approximative de 1,5 m, sont largement disproportionnés par rapport au reste du corps du sujet. La majeure partie de la peau est caractérisée par une absence de pigmentation et il n'y a aucun signe de pilosité. Je mettrai des images pour montrer ça. La mâchoire de SCP-096
peut s'étendre jusqu'à 4 fois plus que celle d'un humain ordinaire. Les autres traits du visage restent similaires à ceux d'un humain ordinaire, à l'exception des yeux qui ne présentent également aucune pigmentation. À ce jour, il n'a été déterminé si oui ou non SCP-096 est aveugle. Il ne montre aucun signe de fonction cérébrale développée et n'est pas considéré comme étant doté d'une conscience. Sauf que vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça. SCP-096 est normalement extrêmement docile. Les capteurs de pression à l'intérieur de sa cellule montrent qu'il passe le plus clair de son temps à errer près du mur est. Cependant, lorsque quelqu'un regarde le visage de SCP-096, que ce soit directement ou via enregistrement vidéo ou même sur une photo, il rentrera dans un état de stress émotionnel considérable. SCP-096 cachera son visage avec ses mains et se mettra à hurler, pleurer et marmonner de façon incohérente. Approximativement 1 à 2 minutes après la première observation, SCP-096 commencera à courir vers la personne ayant vu son visage, qui sera à partir de maintenant désigné comme SCP-096.1. Les vitesses enregistrées varient entre 35 et 45 km/h et semblent dépendre de la distance à laquelle se trouve SCP-096.1. À l'heure actuelle, aucun matériau ou méthode connue ne peut entraver la progression de SCP-096. La position actuelle de SCP-096.1 ne semble pas affecter la réaction de SCP-096. Il semble avoir un sens inné de la localisation de SCP-096.1. Alors, là, ça me semble un peu compliqué. Je vais un peu expliquer. En fait, c'est simple. Si vous regardez SCP-096, bon bah là il va commencer à hurler, à faire son petit cirque. Et après, au bout de 2 minutes, il va commencer à vous courir après pour vous tuer. Et ce, même peu importe où vous soyez. C'est-à-dire que si vous le regardez via une photo et que vous êtes, je sais pas, à l'autre extrémité de la fondation, il va foncer sur vous. Il va vous chercher, il va vous traquer. Et si par exemple il y a des portes blindées, il va les défoncer. Il va les arracher pour vous atteindre. Et croyez-moi, il peut et il va vous atteindre. Ou il pouvait vous atteindre. J'expliquerai pourquoi après. Une fois qu'il aura atteint l'emplacement de SCP-096.1, c'est-à-dire vous, SCP-096 procédera à l'exécution de ce dernier. Dans 100% des cas, aucune trace de SCP-096.1 n'a pu être retrouvée. SCP-096 se mettra assis pendant plusieurs minutes avant de retrouver son calme et devenir à nouveau docile. Il essayera ensuite de retourner à son habitat naturel, en gros, sa cellule. Sachant que, évidemment, je répète, rien ne peut arrêter SCP-096. Parce que, alors, il y a un exemple, c'est que peu de temps après, il y a eu un agent qui a regardé la photo de SCP-096 alors qu'il était dans un hélico. Eh bien, vous savez quoi ? SCP-096 a réussi à l'atteindre en perturbant l'hélico et en le faisant s'écraser. Sauf que il y a autre chose, c'est que maintenant, actuellement, SCP-096 est mort. En effet,
il a été considéré comme étant trop dangereux. Et donc, la fondation a décidé de l'éliminer grâce à un autre SCP. SCP qui s'appelle l'Original, qui est en fait une espèce de mannequin en papier mâché dans laquelle il faut toujours avoir un contact visuel direct sur lui, sinon il se téléporte et vous brise la nuque. Et en fait, la fondation a jeté en fait SCP-0, enfin je sais plus lequel, mais l'original, dans la cellule de SCP-096 pour qu'il se passe un truc. Et en fait, l'autre l'a vu. Et en fait, ils ont essayé de s'entretuer. Et en fait, c'est l'original qui a gagné, quoi. Donc, du coup, The Shy Guy est mort. Voilà. Donc, je montrerai une photo. Et il s'agit de SCP-0173. Ensuite, SCP-097, l'ancienne fête foraine. SCP-097 est une zone de 10 acres de terre dans l'état de Censuré, dans le Midwest des États-Unis. Il s'agit des vestiges abandonnés de la fête du comté de Censuré en 1969. Une zone d'environ 2,3 km3, soit environ 5,4 miles carrés. Les structures à l'intérieur de la zone de SCP sont dans un état de délabrement modéré, en adéquation avec leur âge attendu et l'environnement. Au centre de SCP-097 se trouvent les vestiges d'un camion pick-up BIC de 1956, majoritairement écrasé sous une gigantesque citrouille d'un sous-type inconnu. Le reste de la surface de SCP-097, soit environ 2 km3, est envahi par plusieurs douzaines de variétés de citrouilles, comprenant plus de 17 sous-espèces à identifier et de nombreuses auparavant inconnues en agriculture. Un grand nombre de ces citrouilles se sont révélées capables de croître dans d'énormes proportions, leur poids moyen étant estimé à environ 250 kg. Ces citrouilles, ainsi que les autres plants assortis, croissent dans, sur et autour des vestiges du champ de foire de 1969, créant un arrangement de vie végétale labyrinthique. La hauteur moyenne des murs à l'intérieur de SCP-097 est de 1,6 m, bien que ceci puisse varier d'une année sur l'autre. Entre avril et novembre de chaque année, la zone autour de SCP-097 a produit un certain nombre de phénomènes anormaux autant bénins qu'implicitement agressifs. À ce jour, 17 agents ont été sévèrement mutilés dans SCP-097, 8 étant morts. Effets sur les enfants. En plus de ces effets immédiats mentionnés dans le journal des événements, SCP-097.1, les citrouilles, apparaît produire un signal indétectable envers les enfants dans un rayon indéterminé. À partir de début avril, les enfants civils dans le rayon indéfini de SCP-097 peuvent être sujets au somnambulisme lors des nuits claires. Les enfants affectés se déplaceront dans leur maison, s'arrêtant devant les portes fermées pendant plusieurs secondes avant de se déplacer vers la prochaine porte la plus proche, avant de finalement retourner dans leur lit. Au début, ce comportement ne se produira qu'une fois par semaine, en commençant par les portes du même étage uniquement. Ce somnambulisme deviendra ensuite plus fréquent, se produisant chaque nuit vers la mi-août. S'ils sont réveillés avec insistance à n'importe quel moment au cours de ces épisodes, ils crieront pendant plusieurs secondes avant de succomber à une certaine confusion. Après qu'un enfant a été éveillé de cette manière, l'effet cessera
et l'enfant ne montrera plus jamais des symptômes de l'influence de SCP-097. Pendant 2 à 3 mois, ces épisodes vont devenir plus importants, les individus affectés recherchant chaque porte à l'intérieur de leur maison, ainsi que celle de leur propriété, telles que celle des garages, des voitures et des clôtures. Finalement, ils commenceront à visiter les portes d'entrée de leurs voisins. Début septembre, les enfants affectés qui n'ont pas été dérangés pendant ces épisodes commenceront à rester dehors à l'aube, allongés sur le gazon près de leur propriété et replongeant en plein sommeil paradoxal. Les enfants affectés pourront se souvenir de rêves concernant des activités automnales. Les entités vont entourer. Après plusieurs minutes, des entités ressemblant à des enfants sortiront en rampant de la flore enchevêtrée, où émergeront des plus grandes citrouilles présentes dans SCP-097. Ces enfants porteront les derniers vêtements avec lesquels ils ont été vus, le plus souvent des pyjamas ou d'autres vêtements similaires. Oui, parce qu'après, vers le mois de septembre, les enfants qui sont encore victimes du somnambulisme vont en fait chercher à rentrer dans la fête foraine et à ne plus jamais être vus. Voilà. Les entités vont entourer les enfants civils affectés, dansant et chantant en cercle alors que SCP-097.1 commencera à émettre une lumière tamisée. Les enfants affectés vont se réveiller, exprimant le plus souvent une grande terreur. Les entités se ruent sur les enfants et les tuent. Les méthodes utilisées varient à chaque instance, mais incluent généralement le démembrement ou l'étranglement. À ce point, toute tentative d'interrompre les entités échouera, que ce soit par défaillance de l'équipement, intangibilité soudaine des sujets ou violence spontanée de la part de SCP-097. Après la mort des enfants affectés, SCP-097.1 va se fendre, permettant aux entités de jeter les dépouilles à l'intérieur, avant d'y rentrer eux-mêmes. SCP-097.1 se refermera ensuite et la musique s'arrêtera. Ensuite, SCP-098, les crabes chirurgiens. Ouais, désolé si des fois je bafouille un petit peu, il est très très tard. Et je suis très fatigué. SCP-098 est une espèce de crustacé jusqu'alors inconnue. Ils ressemblent à des crabes, mais plutôt que d'avoir des pinces, leurs pattes avant se terminent en forme de couteau et comportant de la silice, ce qui forme un bord très tranchant. Les spécimens atteignent une plus grande taille que la normale pour des arthropodes vivant sur Terre, environ 40 cm de haut et 60 cm de diamètre. Les spécimens de SCP-098 préfèrent un environnement avec des bassins peu profonds leur permettant de se dissimuler. Ils sont capables de respirer dans l'eau et l'air et partagent leur temps entre les deux environnements. Ils sont également capables de vocalisation en utilisant une structure de type larynx attachée à des poumons primitifs. SCP-098 démontre un comportement de meute lors de l'attaque des proies. Lorsque des sujets détectent une proie, ils vont tenter de l'encercler. Ils vont imiter les sons émis par la créature, apparemment pour la rendre confuse ou en tirer avantage. Lorsqu'ils seront prêts, un spécimen apportera la proie. Une fois son attention fixée sur le premier spécimen, d'autres vont passer derrière la proie et essayer de couper les tendons de ses pattes ou d'autres membres. Ils vont continuer à imiter les sons que l'animal produit, ce qui permet de le désorienter. Après avoir fait une entaille, un spécimen de SCP-098 va cracher un mucus visqueux sur la plaie. Cette substance durcit rapidement, ce qui empêche la perte de sang ou une infection. Cela continue jusqu'à ce que la proie soit complètement immobilisée. À ce stade, les sujets vont commencer à se nourrir de la proie en coupant de petits morceaux de chair. Cela commence avec les tissus mous, faciles d'accès, comme ceux du visage et des extrémités,
avant de passer à d'autres parties du corps. Les spécimens de SCP-098 peuvent se nourrir aussi longtemps que la proie est capable de respirer. L'alimentation peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours, en fonction de la taille de la proie et du nombre des spécimens présents. Les spécimens de SCP-098 font preuve d'une certaine capacité à communiquer, alertant les autres de la présence de menaces ou d'une nourriture potentielle sur de courtes distances. Il a d'abord été conclu que SCP-098 peut afficher au niveau d'intelligence humain, mais ils sont maintenant considérés comme un simple discours perroquet. SCP-098 pose normalement peu de danger pour les humains adultes, préférant des proies plus petites, comme les chiens, les chats et les petits cochons. Cependant, ils ont attaqué des proies plus grosses lorsqu'un nombre suffisant de spécimens était présent, ou bien si d'autres aliments n'étaient pas disponibles. Le portrait. SCP-099 est une peinture de 73 par 50 cm intitulée Le Portrait, créée en 1935 par le peintre surréaliste René Magritte. La peinture originale possède des propriétés mémétiques qui déclenchent des effets de paranoïa aiguë chez l'observateur, voire si elle est vue trop longtemps ou de trop près, moins de 3 mètres. Des lésions psychologiques durables, parfois irréversibles. La peinture dépeint une simple nature morte, à l'exception d'un œil au centre de la peinture qui renvoie son regard à l'observateur. Une reproduction de ce tableau est actuellement exposée au Muséum d'art moderne de New York, à ceci près que plusieurs détails ont été enlevés pour prévenir des effets de SCP-099. Pour un rapport détaillé des éléments supprimés, référez-vous au document 099-B. Les reproductions détaillées et les photographies de l'œuvre originale conservent ses propriétés mémétiques. Les personnes ayant observé la peinture pendant trop longtemps ou de trop près deviennent sujettes à des hallucinations et pensent que tout être ou représentation d'un être pourvu Dieu les épie. Dans les cas extrêmes, les sujets rapportent que même les objets les regardent fixement. L'état peut être si grave que les sujets vont même rapporter la sensation d'être observés par des personnes leur tournant le dos. Selon la durée d'exposition initiale à la peinture, le sujet pourra souffrir de ces effets jusqu'à sa mort, entraînant une sévère paranoïa alliée à une grave ochlophobie. Petit addendum, Magritte était encore vivant au moment où SCP-099 fut stocké dans la galerie numéro 27. Il restera sous la surveillance de la Fondation jusqu'à sa mort en 1967. Les recherches supposent que le déclencheur mémétique de la peinture fut créé intentionnellement, bien que l'effet et l'intensité du mécanisme ne le soient probablement pas. La Fondation a étudié le reste des travaux de Magritte sans trouver aucune propriété anormale à ce jour. Et enfin, The Last One. SCP-080... Non, pardon. L'habitude. SCP-100. Le jubilé de la décharge de Joe le Jamaïcain. Et oui, on est à la 100e. SCP-100 est une casse de voiture abandonnée à 80 km de en Californie du Sud, connue sous le nom de le jubilé du jardin de Joe le Jamaïcain. Le chantier de ferraille couvre une superficie d'environ 5000 m² de terrain clôturé, comprenant 2 entrepôts, un magasin de devanture et un petit bâtiment résidentiel. La photo que je vais vous montrer, ce sera la devanture. Les effets anormaux de SCP-100 se manifestent à travers SCP-100.1 et ses créations, en incluant SCP-100.2A, .2B et ainsi de suite. Si
SCP-100.1 où l'un de ces objets quitte le périmètre clôturé de SCP-100, il perd son autonomie, restant inerte jusqu'à sa réintroduction au sein de l'espace de confinement. SCP-100.1 est une construction humanoïde autonome, douée de conscience qui se compose majoritairement de tuyauteries de cuivre, de fils de cuivre non isolés et de boîtes d'aluminium. SCP-100.1 n'est pas capable d'établir une communication écrite ou verbale. Cependant, il est capable de communiquer en faisant usage d'un langage des signes rudimentaire. Il n'éprouve qu'un très faible intérêt pour toute conversation, ne portant pas sur son commerce, et les informations qu'il nous a procurées sont très minces. SCP-100.1 semble posséder un certain talent en matière de travaux manuels, démontrant la capacité d'user d'outils tels que des soudeuses à arc, des perceuses et des scies à moteur, ainsi que de machinerie lourde, comme un compresseur à véhicule et un chariot élévateur. SCP-100.1 semble suivre une routine rituelle, répétant les mêmes actions chaque jour. De 8h à 15h, SCP-100.1 pénètre dans la devanture de SCP-100, s'assoit derrière le comptoir et tente de négocier avec les humains se trouvant à l'intérieur du magasin. Occasionnellement, SCP-100.1 retourne dans la caisse de manière prématurée pour une raison inconnue. De 15h à 16h, SCP-100.1 interagit avec SCP-100.2.A en communiquant via l'usage de vagues mouvements de bras et de mains. Ces interactions consistent en un toilettage, des réparations et des activités similaires à celles de va chercher et cache-cache. Alors, la photo que je vais vous montrer, ce sont des espèces de grosses araignées, ce sont SCP-102.A et 2.B. De 16h à 20h, SCP-100.1 accomplit diverses tâches, entre autres le bilan des matériaux présents au sein de SCP-100, le nettoyage et maintenance des outils et de la machinerie lourde, nettoyage de l'intérieur et l'extérieur des bâtiments. De 20h à minuit, SCP-100.1 s'adonne à ce qui sont supposés être divers loisirs, allant du rangement à la création de nouvelles structures. SCP-100.2.A et 2.B, c'est compliqué, commencent leur patrouille. De minuit à 8h, SCP-100.1 pénètre dans le bâtiment résidentiel où il demeure assis à un bureau durant l'intégralité de cet intervalle de temps. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et le prochain... Ah la vache, putain, ouais, le prochain... Alors, il y en a un. Je viens de voir une photo. Je le connais, c'est également un SCP que j'adore. La photo m'a fait un peu flipper parce que je m'attendais pas à celle-là. Mais franchement, ils sont tous cool. Enfin, franchement, là, les 10 prochains, ils sont top. Comparé à ceux-là où il y a juste le 096 que j'aime bien et le portrait aussi. Je les aime tous. Je les aime tous. Les 10 prochains, je les aime tous. Je vais faire en sorte, promis, je ferai en sorte de le faire le plus rapidement possible. Pour que vous puissiez en profiter le plus rapidement. J'essaierai de le faire le mieux possible. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao.